Aujourd'hui, on réunit des professionnels issus du monde de l'entreprise, de la recherche, du monde du soin, de l'accompagnement social et médico-social, des personnes concernées, des proches, issus de 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada. Et on s'est donné 3 objectifs. Partager des savoirs et des savoir-faire autour de la prise en compte de la santé mentale au travail et des problèmes de santé mentale au travail. Développer la recherche pour identifier des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité et mieux comprendre finalement les mécanismes qui facilitent l'accès au travail et le maintien en emploi. Et puis faire tomber les barrières, les obstacles, parfois invisibles, les croyances qui freinent l'accès au travail et isolent les personnes. On a une approche qui est résolument constructive et optimiste pour que troubles psychiques et travail ne soient pas synonymes de discrimination et de stigmatisation. La thématique d'aujourd'hui, on l'a intitulée « Management et santé mentale, pratiques inspirantes ». Pourquoi on a choisi ce thème du management? Alors peut-être pour 2 grandes raisons. La première, c'est que si on regarde les chiffres des questions de santé mentale au travail, c'est difficile d'imaginer que la question de la santé mentale et des problèmes de santé mentale soit pas un sujet du quotidien professionnel d'un manager, d'un responsable des ressources humaines, d'un dirigeant ou d'un employeur. Pour rappel, on le voit partout, mais c'est quand même un chiffre édifiant, 1 personne sur 5 dans la population active présente une détresse qui oriente vers un trouble mental. C'est un chiffre que nous donne l'OMS depuis de nombreuses années. La Fondation Dennecker a encore fait une étude récemment qui retombe sur ce même chiffre, qui va même jusqu'à 22% des actifs. Cette enquête, elle est corroborée par une dernière enquête qui a été menée par Santé publique France suite à la crise sanitaire et qui montre une augmentation significative des troubles anxio-dépressifs dans la population active occupée, c'est-à-dire la population qui est en emploi et qui présente des troubles psychologiques significatifs. 3e chiffre qui parle, une étude qui a été menée par Malakoff Humanis, une société de prévoyance française, qui nous dit quoi? Que lorsqu'on enquête auprès des managers, plus d'un quart des managers, 25%, observent une augmentation significative de l'absentéisme pour cause de troubles psychologiques ou d'épuisement professionnel depuis ces dernières années, depuis la crise sanitaire. Et ce qui entre en résonance avec l'analyse des motifs pour arrêt de travail qui a été menée dans le cadre de cette enquête, qui dit qu'il y aurait 20% des arrêts de travail qui sont prescrits pour cause de troubles psychiques ou d'épuisement. Dans certaines études, ces chiffres montent jusqu'à 40% et sont la première cause d'arrêt de travail de courte et de longue durée. Donc, aujourd'hui, être un manager, être en responsabilité d'une équipe, c'est nécessairement faire face à un certain nombre de questions autour de comment je me comporte et comment je fais avec un collaborateur qui présente une détresse psychologique, comment je réintègre un salarié dans l'équipe qui a été absent durablement pour cause de problèmes de santé mentale, comment j'aménage éventuellement le travail ou le poste de travail d'un collaborateur qui aurait des besoins spécifiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on voulait parler du management? C'est parce que quand on interroge et qu'on va dans le monde du travail et des entreprises et des organisations et qu'on évoque le sujet du management, enfin en tout cas de la santé mentale et du management, on observe une crispation, parfois même un mouvement de recul ou en tout cas la sensation que ce n'est pas un sujet qui est abordé de manière très sereine. Quand on regarde du côté des encadrants et des managers, ils nous disent leurs craintes, la difficulté qui est imaginée autour de la prise en compte des problèmes de santé mentale. On ne sait pas très bien quoi dire à la personne, on a peur de la blesser, on a peur d'être maladroit, il y a de l'incompréhension par rapport à certains comportements et finalement on peut se sentir un peu décontenancé face à un de ses collègues ou un membre de son équipe. Et du côté des salariés concernés, il y a parfois une crainte de dire ses difficultés, de partager son histoire et
et d'exprimer des besoins, de peur d'être stigmatisé. Il y a beaucoup de honte associée à l'expérience des troubles. Et finalement, on déploie plutôt son énergie à masquer tout cela et à surtout ne pas faire savoir aux membres de l'équipe qu'on a eu des problèmes de santé mentale ou qu'on a des problèmes de santé mentale, et on fait tout pour que ça ne soit pas un sujet. Donc, il en résulte des situations de conflits, de désaccords, de distance ou d'incompréhension qui peuvent entraîner des difficultés relationnelles. Le paradoxe, c'est que lorsque l'on regarde ce qui va permettre d'augmenter les chances d'accéder à l'emploi ou de se maintenir en emploi, eh bien, la qualité de la relation avec son supérieur hiérarchique, la qualité des relations managériales est un point essentiel de facteur de réussite de l'intégration de la personne dans l'équipe et qu'elle puisse prendre toute sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait aborder ce sujet-là en essayant d'être inspirant et force de proposition pour essayer de voir comment finalement peut se mettre en place ce dialogue managérial vertueux, comment on peut soutenir les managers à engager la discussion, à trouver les bonnes postures, comment on peut accompagner et permettre aux salariés concernés d'être partie prenante des solutions à trouver au quotidien sur l'organisation du travail. Alors, pour répondre à ces questions pas évidentes, on a mobilisé 3 personnes qui ont des savoirs d'expérience, des savoirs professionnels et des savoirs académiques qui vont nourrir cette réflexion autour du management. Donc, aujourd'hui, on a Nancy Thomas, qui est directrice d'IMS Luxembourg, qui partagera son expérience en tant qu'employeur, en tant que manager, suite à l'embauche d'une collaboratrice qui avait des besoins spécifiques suite à des problèmes de santé mentale. Fabienne Germont, qui est salariée d'une grande entreprise et qui partagera tout le travail de pédagogie et de sensibilisation qu'elle fait depuis des années auprès de ses différents managers. Et puis Isabelle Aoupin, qui est médiatrice, directrice de l'IFOMEN, un institut de formation à l'Institut catholique de Paris, et qui va nous parler d'un outil, d'un process qui est la médiation, et voir comment ça peut se mettre au service justement d'un management peut-être plus inclusif ou vertueux face aux enjeux de santé mentale. Alors, pour démarrer, je vais donner la parole à Nancy Thomas, qui est donc directrice d'IMS. Peut-être que vous allez nous donner quelques informations sur l'IMS et ensuite partager votre expérience. Merci beaucoup Claire pour l'invitation. Donc en effet, je vais vous partager un petit peu comment nous fonctionnons à IMS et qui nous sommes. Donc IMS Luxembourg, nous sommes une organisation sans but lucratif basée donc à Luxembourg, comme son nom l'indique. L'objet de notre association, c'est de travailler avec les employeurs luxembourgeois en matière de développement durable. Donc ce que nous faisons, c'est d'aller chercher au niveau international, de faire de la veille sur les 3 piliers du développement durable et puis d'apporter ces idées, ces pratiques au niveau des organisations luxembourgeoises et de tester avec elles différentes idées, différentes pistes. IMS aujourd'hui représente à peu près un quart de la masse salariale nationale, c'est-à-dire qu'avec les organisations qui sont membres de l'association, nous en avons à peu près 200. Nous sommes aussi à l'initiative de la Charte de la diversité pour le pays du Luxembourg et là, nous avons 250 signataires qui ne sont pas forcément tous membres de l'association et nous avons aussi dans notre écosystème des membres associés qui sont des associations et des ONG. Notre association a 20 salariés, ce qui en fait quand même une grosse association au niveau luxembourgeois et nous allons y revenir. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne et là, vous pouvez voir un chiffre de 2021. En 2021, nous avons organisé à peu près une centaine d'événements, mobilisant plusieurs milliers de participants, ce qui fait que nous avons une activité régulière assez importante.
Les sujets que nous traitons très rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, mais c'était pour que vous compreniez un petit peu comment nous fonctionnions. La majeure partie des salariés de l'association, ce sont des chefs de projet qui vont gérer l'une ou l'autre initiative. Donc, c'est-à-dire ici, vous voyez les 3 piliers du développement durable. Donc, on va avoir par exemple une salariée dans l'équipe qui travaille sur le handicap en entreprise, une autre personne qui va travailler sur tout ce qui est mobilité douce ou encore une autre sur le gaspillage alimentaire. Et donc, ces sujets sont très importants et donc, nous travaillons beaucoup, avec un écosystème très large, donc, pas seulement avec les associations ou les membres, mais également aussi avec les ministères, les chambres professionnelles ou encore les villes et les communes à Luxembourg. Donc nous sommes vraiment, en interaction avec de nombreuses parties prenantes, ce qui fait qu'on a une activité, très importante et puis, on est sur un métier, quand nous l'avons échangé avec Claire, que je qualifie un peu de métier passion. C'est-à-dire que, au niveau salarié, on partage tous et toutes des valeurs communes au sein d'IMS, c'est très important et donc on est très engagés. Je pense que ça aussi c'est assez inhérent, au milieu associatif, mais c'est ce qui va être important de souligner dans ce que je vais présenter là. Après donc moi je dirige IMS maintenant depuis, un petit peu plus de 10 ans. Quand j'ai commencé, nous étions 3 salariés, nous sommes maintenant 20 et donc j'ai accompagné aussi, toute cette croissance et cette organisation au niveau interne que j'ai voulu depuis que j'y suis, très collaborative et basée sur, 2 notions que sont la responsabilité et la confiance et que chaque, membre de mon équipe soit quelque part un peu intrapreneur de ces sujets et puisse développer ses initiatives. Le travail quotidien à IMS est donc basé sur notre mission qui est donc d'inspirer plus de développement durable. Donc ça veut dire que chacun fait de la veille, chacun est autonome, chacun va regarder ce qui se fait autour de nos sujets et chaque journée, à IMS est régie par nos 3 valeurs qui sont les valeurs de responsabilité, de partage et de leadership. Donc là, vous pouvez voir 3 petites phrases que j'ai mises, en bas à droite, mais qui ont, je veux le souligner, été travaillées pendant plus de 2 ans avec toute l'équipe. Donc l'objectif, c'était que chacun et chacune s'approprie les valeurs de l'association et puisse, dans son quotidien, se poser des questions. Voilà, comment je dois fonctionner, quand on se pose une question? Je reviens toujours sur cette notion de valeur et je regarde, où j'en suis puisque, quand on donne une grande autonomie et qu'on travaille chacun en responsabilité avec ses sujets, on doit aussi savoir quel est le cadre et le cadre qu'on a dispensé à IMS, c'est celui des valeurs. Nous avons, dernièrement poussé encore le système un petit peu plus loin au niveau de la responsabilité et de la confiance puisque, en fin d'année dernière, l'équipe, a élu, des leaders. Donc en fait, nous avons actuellement une co-direction, donc il y a moi-même et la directrice adjointe qui est Sophie et puis, nous avons décidé d'aller un pas plus loin et de se dire que maintenant que l'association continuait à croître, il fallait, voilà, tout reposer sur 2 têtes, répartir un petit peu, les responsabilités d'une manière différente, d'où cette élection de leaders qui ont été élus par l'équipe puisque nous avons, proposé à l'équipe de un nouveau système en se disant: «Voilà, nous voulons avoir des leaders, à vous de les élire» et donc c'est l'équipe qui a choisi ces 4 leads. Donc nous avons maintenant un système à 6 personnes, donc qui régissent, l'organisation et qui sont leads de leur sujet, de leur thématique. Ça n'empêche que d'autres aussi personnes dans l'entreprise peuvent être aussi, leaders sur d'autres sujets. Ce système, il est bien, donc on a une équipe qui est motivée, impliquée, on a un climat très serein, bienveillant et transparent et donc ça, c'est vrai. On a réussi à instaurer quelque chose, que je trouve, vraiment d'innovant et de super chouette. C'est très flexible, on est très réactif, enfin voilà, les parties prenantes, nous apprécient beaucoup. IMS, ça fonctionne très bien. On nous demande toujours comment avec une si petite, organisation, nous arrivons à produire autant d'événements, de publications, de documents, d'idées. Voilà, c'est ce système qui, je pense, est très bénéfique et permet à chacun d'être bien, de trouver sa place. Maintenant, il y a un gros défi dans ce système d'organisation, c'est que, chacun étant autonome, responsable et passionné par son sujet, c'est que parfois ça peut déborder. Donc moi, je fais très attention à ça, au niveau de l'équipe et je suis en permanence en train de dire: «Attention, ça on ne fait pas, on fait moins» et d'essayer toujours de baisser le niveau, mais c'est pas toujours simple. Et nous avons en effet été confrontés, à un cas, voilà, une histoire singulière comme j'ai voulu l'appeler. Donc en 2020, en mars 2020, je pense que cette date évoquera quelque chose, à tout le monde, qui est connecté aujourd'hui.
Nous avons recruté une personne, qui donc est arrivée au sein de l'équipe pour une mission, et puis 15 jours après son arrivée, nous avons tous été, renvoyés chez nous, donc voilà, hein, Covid oblige, chacun a travaillé à distance. Ce qui entre guillemets, était une grande découverte à ce moment-là et ne m'a pas permis forcément, de savoir comment travaillait cette personne, quelles étaient ses habitudes de travail, est-ce qu'elle travaillait beaucoup en dehors de ses heures ou pas? Puisqu'on n'a pas pu apprendre à se connaître en 10 jours de travail en présentiel dans un bureau. Donc voilà, cette personne, a travaillé beaucoup trop, à IMS sans que je ne m'en rende compte, tout de suite, même s'il m'a fallu, quelques mois pour le voir. Après j'ai baissé sa charge de travail le plus possible, mais cela n'a pas suffi puisqu'elle était partie dans un engrenage où elle me cachait ce qu'elle faisait ou ce qu'elle n'avait pas pu faire puisqu'elle voilà, ça devenait un peu compliqué, hein. Ça, je pense que Fabienne pourra peut-être donner des éléments, de son parcours personnel. Mais je n'ai pas pu avoir toutes les informations, moi, en temps voulu, puisqu'on est quand même dans un système transparent. Donc même si je lui demandais, elle ne souhaitait pas enfin, elle n'admettait pas, qu'il y avait un problème et donc on a passé comme ça quelques mois avant de vraiment arriver à la situation de non-retour qui était que ça n'allait pas du tout. Où je lui ai demandé donc en mai 2021, donc un peu moins d'1 an après qu'elle nous ait rejoints, d'aller consulter un médecin, en lui disant que probablement, elle allait peut-être être arrêtée. Ce qui a été le cas, donc elle est allée voir son médecin et puis le soir même, elle m'a dit: «Voilà, mon médecin, me dit que je fais un cas de burn-out, que je vais être absente 15 jours» et donc là, je lui ai dit: «Non, je ne crois pas. Je pense que si le médecin a dit que c'était un burn-out, nous allons, probablement, ne plus nous voir pendant 8 à 10 mois», parce que je sais ce que c'est qu'un burn-out et je pensais même que ça pouvait être plus long. Donc je lui ai dit: «Je pense que maintenant nous allons, partir sur une absence longue». Donc il y a eu dans un premier temps, voilà, une non-acceptation de sa part de ce qui se passait et donc on a eu dans un premier temps, quelques arrêts courts et puis finalement des arrêts longs puisque, après elle a fini par admettre, ce qui était en train de se passer. Ensuite, ce qui a été fait en parallèle, c'était, de préparer l'équipe, c'est-à-dire que, sur une absence longue, sur une petite équipe, il faut répartir les tâches et pouvoir s'organiser. Voilà, donc il y a des choses qui ne seront pas faites, donc ça, il faut l'admettre. Il y a d'autres choses qui doivent être absolument faites et donc là, qui va le faire et comment? Donc répartir les charges de travail, ce qui et puis, sensibiliser l'équipe. Donc là, on a mis en place, plusieurs formations. Déjà, une première formation sur qu'est-ce qu'était le burn-out puisque même si on en parlait dans des conférences, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'extérieur, on n'en avait pas forcément, nous, parlé tant que ça en interne au niveau de l'équipe puisque, je pensais y faire attention, mais on n'est pas à l'abri non plus. Et on a mis d'autres formations. Donc, il y a une formation «Qu'est-ce que le burn-out?» que nous avons fait, la gestion du stress, la gestion des émotions, apprendre à dire non et une formation qui est devenue obligatoire, pour tout nouveau collaborateur qui rejoint IMS qui est un diplôme reconnu de premier secours en santé mentale. Et puis la formation sur le burn-out, on l'a refait, voilà, de manière régulière. Pour la personne, qui était concernée, donc tant qu'elle a été arrêtée, moi je continuais à prendre de ses nouvelles. Nous échangions, au moins une fois par mois, pour savoir comment elle allait, est-ce que, voilà, quel était son parcours et son chemin, sans qu'elle me partage évidemment, ce qu'elle n'avait pas envie de me dire et qui était pour elle personnel. Mais, donc les voilà, le contact est resté permanent. Et puis nous avons, après pu mettre en place une reprise progressive. Donc elle est revenue, d'abord, 2 jours semaine, avec un coaching individuel qu'on a mis en place avec une coach. Donc là, c'était 10 séances qui ont duré, sur une année avec, pour objectif, justement nous avions des objectifs très précis, sur ce coaching. Elle est revenue avec des tâches très précises, c'est-à-dire qu'elle n'avait que 3 missions que j'ai suivies de près et la reprise a été vraiment progressive. On a augmenté, le temps de travail, de manière régulière, donc 2 jours, 3 jours semaine, jusqu'à 4 jours semaine, en fin d'année dernière, avec des avenants et puis des organisations des tâches, en fonction de sa reprise. Ça n'a pas été simple au début, ni pour elle, ni pour nous, donc sur la reprise progressive, jusqu'à, septembre dernier, où là, nous avons eu une conversation tout à fait transparente, que pour elle comme pour nous, de dire: voilà, c'est quand même compliqué cette reprise, est-ce qu'on va réussir ou pas?» Et puis là, il y a eu, un merveilleux déclic de sa part, voilà, parfois, l'humain est surprenant et elle a repris, le dessus sur ses tâches, sur ce qu'il y avait à faire et donc là, on est dans une situation que je qualifierais d'extraordinaire, donc où tout roule. Elle a rebaissé ce mois-ci son temps de travail à 3 jours semaine parce que 4
c'était trop. Et donc, pour l'instant, on est dans une situation où je dirais que, ben, voilà, on a réussi à surmonter cette difficulté. Je suis ravie, moi, je finirai là-dessus, d'avoir pu, être patiente, d'avoir accompagné cette personne et de me dire que c'était possible parce que j'avoue, en toute transparence, avoir eu des doutes aussi, dans ce parcours-là qui finalement, rétrospectivement, a été long. Mais aujourd'hui, je touche du bois parce qu'on n'est jamais à l'abri, voilà, de changements. Nous continuons à être à l'écoute et à pouvoir poser ces sujets-là et l'équipe a aussi toujours été bienveillante et dans la même, réaction que moi, c'est-à-dire à toujours poser des questions, savoir si ça allait, prendre de ses nouvelles et pour pouvoir la réintégrer, de manière, correcte, quand elle est revenue, nous rejoindre. Voilà, je vais laisser peut-être, la place, à un second, Mm. témoignage pour qu'on puisse, ensuite, échanger tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Je pense qu'il y aura plein de questions. C'est vraiment précieux d'avoir ce partage du côté de l'employeur avec cette sincérité du propos qui est de dire, voilà, c'est pas forcément évident. J'y croyais pas forcément au début. Et en se donnant le temps et en mobilisant son intelligence relationnelle et humaine, on trouve des solutions. Et donc là, maintenant, on va passer la parole à Fabienne Germont, qui donc va apporter finalement le regard plutôt du côté de la personne concernée et illustrer comment effectivement on peut trouver des voies de dialogue et de solutions à plusieurs sur le sujet. Alors bonjour à tous. Alors avant de parler proprement dit de la relation au manager, je voudrais évoquer avec vous d'abord brosser un peu un portrait CV et puis vous donner quelques mots et quelques éléments de contexte. Alors j'ai 56 ans, je suis diplômée bac+5 en sciences sociales et en ingénierie documentaire. J'ai 30 ans d'expérience en professionnelle dans des grands groupes, dont 20 chez un opérateur des télécoms. Ma fragilité psychique s'est exprimée dès l'adolescence par des épisodes d'anxiété et de dépression massive. Et de fait, j'ai consulté un psy et pris un traitement pour la première fois à l'âge de 16 ans. Alors bien plus tard, entre 42 et 47 ans, j'ai traversé un accident, une crise aiguë de santé mentale, un burn-out suivi d'une grave dépression sont venus fracasser ma vie. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que je ne pourrais pas m'en sortir et j'ai dû faire 2 séjours en psychiatrie. Et au bout du compte, j'étais tellement en souffrance que j'ai dû être arrêtée pendant un temps indéterminé. Et comme j'avais été repérée par la médecine du travail de mon entreprise, j'ai été accompagnée par la mission handicap de celle-ci, qui a mis en place un dispositif de maintien en emploi pendant les 18 mois qu'aura finalement duré cet arrêt de travail. Alors maintenant, j'ai la RQTH, la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et comme j'ai eu 3 arrêts maladie de plusieurs mois, 2 en raison de la maladie psy et 1 en raison d'un cancer, l'assurance maladie m'a basculée il y a 10 ans en invalidité catégorie 1. Et donc, ces 2 statuts, RQTH et invalidité, sont survenus simultanément avec 2 belles attestations que j'ai reçues quasiment le même mois. Et bien, c'est pas grave, même pas mal. Et donc, ça fait exactement 10 ans que j'ai repris le travail dans de nouvelles conditions, c'est-à-dire un aménagement de poste et un nouveau rapport au travail. Je travaille à temps partiel. Alors, pendant longtemps, j'ai travaillé à 80% et maintenant, depuis 2-3 ans, à 60%. Et j'ai aussi intégré une bonne dose de télétravail, même avant Covid. Et ces 2 composantes, le temps partiel et le télétravail, sont nécessaires pour moi afin de gérer au mieux mes fragilités, qui sont l'anxiété, la dépression, la sensibilité au stress, la forte variation émotionnelle, l'hypersensibilité, sans compter les troubles cognitifs que sont les difficultés de concentration, d'attention et de mémoire. Et au quotidien, ces difficultés représentent pour moi des grosses dépenses d'énergie pour assurer un retour à un minimum à l'équilibre émotionnel. Donc, c'est une source d'épuisement et de fatigue et j'ai régulièrement besoin de récupération. Et en fait, je dis souvent que j'ai 2 boulots. Mes missions de responsable d'une base de connaissances métier et puis la gestion de mes émotions et de la fatigue afin d'assurer au mieux ma présence au travail. Et c'est un gros travail sur le savoir-être qui est le savoir-être est quelque chose de très important dans un collectif de travail.
Alors pour autant, j'ai des valeurs et la valeur travail reste prégnante dans mon quotidien. Rester professionnel, me sentir légitime et utile pour mes collègues. Alors ça n'empêche pas les doutes, le syndrome de l'imposteur et le fait automatiquement d'être en retrait par rapport à d'autres collègues qui sont plus investis. Mais en fait, je n'ai pas le choix, je dois être restée vigilante et avoir conscience de mes limites. Et c'est le choix de la raison. Alors du coup, j'ai fait le deuil de mon évolution de carrière, mais en réalité, ce n'est pas un sujet. Les conditions de travail et le maintien de mon état de santé sont bien plus importants que la progression de mon statut professionnel. Alors, pour en revenir concrètement à la relation avec mes responsables, alors je dirais que les managers ont souvent du mal à comprendre la maladie psychique et à la mesurer, en fait. Ce qui caractérise la fragilité psy, c'est qu'elle n'est pas forcément identifiable de prime abord, parce qu'intellectuellement et puis avec les diplômes, on donne le change. Et difficile de faire la distinction entre les capacités intellectuelles sur le papier, les compétences, et puis leur mise en œuvre au quotidien sur la durée, c'est-à-dire les capacités réelles perturbées par les troubles émotionnels et cognitifs, ce qu'on appelle un peu le handicap invisible. Et puis, bon, dans le management, il y a ces notions un petit peu en lien avec la performance, qui sont illustrées, par exemple, avec l'expression « sortir de sa zone de confort ». J'aime beaucoup cette expression. Moi, à titre personnel, je me sens très bien dans ma zone de confort et je ne vois aucun intérêt à en sortir si cela met en jeu ma santé mentale. Alors un jour, une de mes chefs m'avait fait une réflexion. Ouais, tu as un super potentiel. Mais je lui avais répondu illico. Oui, mais j'ai aussi un beau potentiel pour aller dans le mur. Alors voilà. Et donc, j'ai compté il n'y a pas longtemps, en 10 ans, depuis que j'ai repris le travail, j'ai eu 10 managers. Alors, j'ai dû apprendre à adapter mon message et ma communication en fonction de mon interlocuteur et pour trouver les bons mots et le bon moment pour leur expliquer et les sensibiliser sans pour autant les effrayer. Et alors, clairement, alors surtout avec le temps qui passe, j'opte pour une totale transparence et le besoin d'instaurer une relation de confiance réciproque. Je n'hésite pas à parler de ma vulnérabilité, je ne cache pas mon histoire et ma fragilité, ma vulnérabilité psychique, je les assume. Je leur parle des difficultés émotionnelles auxquelles je peux être confrontée et qui sapent ma confiance au quotidien dans mon travail. Bon, de toute façon, ils s'en rendent compte assez rapidement. Et puis, bon, c'est un petit peu la peur de mal faire. Hein, voilà. Alors, quand je dis la confiance réciproque, oui, c'est bien ça, parce que c'est une relation de confiance qui va dans les deux sens. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans mon manager, mais il doit aussi avoir confiance en moi. Si je sens, j'ai des petites antennes, qu'il n'a pas confiance en moi, je me sens insécurisée et ça ne me va pas. Et donc, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et de même, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, elle se questionne et s'entretient tout au long de la relation manager-collaborateur. En fait, c'est un mécanisme de réassurance mutuelle à maintenir sur la durée. Je le rassure, il me rassure, je le rassure, il me rassure. Voilà. Alors, au quotidien, je suis transparente sur mes états de forme. Quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de quelques jours pour récupérer ou besoin d'un jour de télétravail exceptionnel, je le dis clairement et ne dis pas que j'ai la grippe ou un problème physique. Et je le préviens le plus tôt possible, sans même attendre d'avoir vu mon médecin et d'avoir un arrêt de travail. Mon credo, c'est l'anticipation et la transparence. Et alors, d'un autre côté aussi, je reste attentive à ne pas l'effrayer. Je ne veux pas l'accabler non plus. Et donc là aussi, tout est une question d'équilibre et à trouver entre la transparence et une forme de simplicité, de respect et de bonne distance. Alors bon, pour désamorcer les moments un peu tendus, il n'est pas interdit par une pirouette d'utiliser un peu d'humour et d'autodérision pour alléger l'atmosphère, hein, parce que bon, parler des émotions, bon, des fois, ça peut être un peu compliqué. Alors, je reconnais, j'ai des exagérations, j'ai des débordements émotionnels, même si je tente de freiner ces embardées. Et en fait, j'exprime ça avec des images de cerveau. Voilà. Il y a le cerveau rationnel, il y a le cerveau émotionnel, et puis le cerveau cognitif, et puis il y en a d'autres. Hein. Et en fait, c'est comme si le cerveau émotionnel, voilà, il monte dans les tours, il s'agite, il descend, et le cerveau rationnel qui est censé dominer un peu tout ça, il n'arrive pas toujours à le retenir. Il est parfois aux abonnés absents ou complètement débordé.
Alors là aussi, j'essaie d'être transparente avec mon manager, qui finit en général par me connaître et sachant comment je vais réagir, lui-même adapte son discours et sa stratégie managériale. Et là aussi, toujours équilibre, question d'équilibre. Franchement, je ne suis pas ravie de ces décrochages émotionnels, ils m'agacent profondément. Et je m'efforce toujours d'assurer au mieux un retour à la normale le plus rapidement possible pour me rassurer, moi, mais aussi pour rassurer mon manager. Et ces débordements émotionnels ne doivent pas être une excuse, hein. Je suis dans un contexte professionnel et j'ai des obligations de posture à respecter à minima. Alors, sur les 10 managers que j'ai eus, il y a eu un binôme difficile. Ça a été assez électrique. Je ne le comprenais pas, il ne me comprenait pas et je me sentais très insécurisée, stressée. Alors, le contexte n'a pas forcément facilité les choses non plus, hein. C'était l'année 2020 avec le Covid, les confinements successifs. N'empêche que j'ai multiplié les débordements émotionnels. Je suis parfois sortie complètement des rails parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les consignes, le discours et j'ai même dû me faire arrêter 2 mois et faire appel à la mission handicap pour initier un nouvel accompagnement. Parce que là, maintenant, j'ai compris aussi, c'est que quand ça ne va pas, afin d'éviter que cela dégénère, je n'hésite pas, comme je dis, à débrancher les circuits, c'est-à-dire à me mettre en arrêt maladie et à demander de l'aide, donc en interne de mon entreprise, la mission handicap, mais aussi en externe, les ressources que je peux avoir, qui sont mon psychiatre, et aussi une petite association que j'ai connue lors de mon premier accompagnement, l'association Clubhouse. Et dans les moments difficiles, cette communauté d'entraide qu'est le Clubhouse m'apporte énormément de réconfort. Je pense très fort à eux. Alors évidemment, par rapport à cette relation, ce binôme un peu difficile, quand je suis passée à l'occasion de mon évaluation annuelle, ces débordements émotionnels ont été pointés du doigt par mon responsable et ont fait baisser ma note globale. Mon travail, lui, en tant que tel, avait été reconnu. En revanche, mes écarts dans mon relationnel m'ont été reprochés. J'ai accusé le coup. J'avais un petit sentiment d'injustice parce que je pense que le management n'avait pas été irréprochable. En même temps, j'ai pris ma part et j'ai dû reconnaître mes erreurs émotionnelles. Et puis, à un moment donné, je me dis aussi que les moments difficiles arrivent à tout à chacun dans la vie professionnelle et que je ne vais pas passer mon temps à me victimiser en mettant tout sur le compte du handicap psychique. Donc, ce petit moment difficile vécu il y a 2 ans est une cicatrice qui a été longtemps, j'avoue, une source de rumination, mais je vais de l'avant et puis c'est un moyen de travailler sa résilience. La résilience, voilà, c'est un mot-clé dans le cadre de la santé mentale pour moi en tous les cas. Et puis de toute façon, ce manager, je suis toujours en relation avec lui et son équipe et parce que ça fait partie de mon travail et puis finalement, maintenant ça se passe bien. Alors, j'évoque aussi avec mes chefs mon engagement associatif dans le champ de la santé mentale et en fait, ils se montrent intéressés, il ne faut pas croire, et notamment les derniers responsables que j'ai eus, qui font partie de la jeune génération. Et non seulement ils sont intéressés, mais ils sont même encourageants. Et à titre d'exemple, il y a 4-5 ans, j'avais été sollicitée par la mission handicap de mon entreprise pour participer à une campagne de communication en interne autour de la relation manager-collaborateur en situation de handicap. Et du coup, avec une de mes responsables que j'ai sollicitée, on a relevé des défis et on a tourné une capsule vidéo de 3 minutes pour parler de santé mentale au travail. Et ensuite, ces capsules vidéo ont été diffusées sur l'intranet et étaient disponibles sur les écrans vidéo présents sur nos lieux de travail. Et donc oui, il est possible de prononcer les mots de santé mentale et de dépression au travail. Voilà. Alors, juste une petite chose, ma chère Claire. Alors, je sais que ce n'est pas la cérémonie des Oscars, mais je voulais quand même remercier les collectifs de personnes, donc la communauté du Clubhouse, les chouettes personnes que sont les membres et les salariés, anciens et actuels, ainsi que toutes les autres chouettes personnes que j'ai rencontrées, que je croise encore et qui travaillent dans ce merveilleux monde qu'est le monde de la santé mentale. Merci à tous.
Voilà. Merci Fabienne, au merveilleux monde de la santé mentale. Quand on tombe dedans, on le lâche plus. Et merci à toi pour ce témoignage que tu fais comme une danseuse étoile, comme si tout cela était très facile, sans effort. Et moi, je peux témoigner de tout le travail qu'il y a derrière ce témoignage d'analyse, de distance et de pédagogie. Merci infiniment pour tout cela et de le faire aussi avec humour. Alors, je passe tout de suite la parole à Isabelle Aoudin, qui est donc médiatrice, et vous allez nous parler de la médiation, justement, voir comment la médiation peut être un des moyens de travailler à ce lien de confiance, ce dialogue, lorsque les relations se crispent, sont peut-être plus tendues, il y a de l'incompréhension et du conflit. Donc, je vous laisse la parole, Isabelle, pour 10 minutes et ensuite on écoutera vos questions. Merci beaucoup à vous, puis merci de m'accueillir effectivement sur ce beau plateau. Merci pour vos témoignages aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai entendu, parce que c'est vrai que c'est aussi un peu mon quotidien. Alors, c'est vrai que moi, je travaille uniquement en médiation. Donc, et le travail de la médiation, pour ceux qui savent pas exactement ce que ça recouvre, c'est en fait un travail sur la relation entre les personnes. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas travailler sur des personnalités, sur des difficultés. Je travaille sur la mise en relation, sur rétablir ou voire établir une communication entre les personnes. Après, donc ça permet de leur donner la capacité de faire ce qu'ils veulent en faire, de pouvoir garder cette liberté, de choisir leurs solutions et de voir ce qu'ils veulent en faire, ce qui est toujours très intéressant. Et donc, on a des règles qui s'imposent à nous, notamment la posture de médiateur, qui est une posture de tiers qui va être neutre et impartiale. Donc, je ne suis pas là pour juger d'une situation ou d'un état de santé, d'ailleurs encore moins, et pas là non plus pour être plus d'un côté de l'autre, par exemple, par rapport aux difficultés émotionnelles qu'évoquait très justement Fabienne. Mais je ne peux pas pencher plus d'un côté ou de l'autre, selon ce que j'entends, ce que je vois, on va être dans l'impartialité également. Et ces règles-là vont nous permettre d'accompagner chacun de là où il est, là où il veut aller, ce qui est assez, du coup, une posture que je trouve extrêmement intéressante, puisque ça permet à chacun d'être accompagné, mais en même temps de se construire par rapport à sa complexité, à ce qu'il est, à ses difficultés et à tout ce que ça recouvre. Parce que Fabienne l'a très bien décrit, je trouve, c'est vraiment, on est dans la complexité, avec tout ce mélange, effectivement, d'équilibre qui reste à trouver entre les équilibres, etc., et qui vont d'ailleurs évoluer avec le temps et qui vont d'ailleurs se trouver malmenés ou au contraire rassurés. Donc, on est vraiment dans un mouvement de relation qui est toujours compliqué à gérer. Et là-dessus, c'est vrai que le travail en médiation n'est possible que lorsque les personnes veuillent bien être accompagnées. Donc, ça passe par une volonté, ce qui n'est pas toujours si simple, parce que quand on est en grande souffrance, c'est pas forcément évident d'aller s'appuyer sur un tiers et accepter d'être accompagné. C'est pour ça que les règles de la médiation qui vont viser à ce que je vous disais pour la neutralité et également la confidentialité des échanges vont être extrêmement précieux, à mon sens, pour les personnes qui se retrouvent en difficulté. Quand je parle de problématiques de personnes en difficulté, en fait, là aussi, je trouve que vous l'avez tous très bien dit, il y a les personnes qui sont en souffrance, mais ces personnes en souffrance vont être en situation de difficulté de santé mentale ou pas. J'entends par là qu'on a à la fois dans les organisations, quelles qu'elles soient, la problématique individuelle des personnes, mais aussi la problématique du collectif. Fabienne l'a souligné, mais Nancy aussi, à chaque fois, il y a les autres autour. Il y a le manager, qui ne comprend pas forcément d'ailleurs. Il y a aussi les collègues qui vont récupérer le travail pendant que l'autre est en arrêt de travail. Il y a tout ça, tout ce contexte-là, qui reste tout de même à gérer également, parce que c'est pour ça que Fabienne parle d'un équilibre. C'est ça qui est difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet ensemble de choses? Et c'est pour ça que la médiation, je trouve, est un moyen assez approprié, parce que c'est un moyen très systémique qui va essayer de tenir compte de chacun de ces éléments. À la fois les émotions, donc le faire la part entre les émotions, les gérer d'abord aussi, le raisonner, le contenu du travail, l'organisation d'ailleurs du travail, les relations avec la personne, avec le groupe, avec un service, voire avec l'entreprise. Enfin, on a toute cette dimension systémique qui va être créée avec un système qui va être créé par l'ensemble des acteurs à la médiation. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de travail de médiation. Et effectivement, les cas de figure sont extrêmement larges, parce que
vous l'avez dit tous, hein, il y a des cas de figure différents. Le terme de santé mentale, pour moi, recouvre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand on avait préparé ensemble la réunion, c'est vrai que j'avais du mal à dire, mais c'est quoi en fait les problèmes de santé mentale? Et moi, j'ai du mal à mettre dans des catégories parce que je ne sais pas le faire en fait en tant que médiateur. Et précisément, pour moi, il y a des cas de figure que je rencontre qui sont très différents. Par exemple, vous avez des problématiques de santé mentale qui vont être déclarées, établies et traitées. Par exemple, c'est ce que Fabienne décrivait. Ça, pour moi, quand on rencontre des difficultés en entreprise, et quand je parle de difficultés en entreprise, là aussi, on est dans le flou. Ça peut être des conflits, ça peut être des conflits ouverts, mais ça peut être juste un malaise, ou ça peut être juste une souffrance qui va être tue et qui va faire que la personne va rester va se trouver exclu, va se trouver en burn-out, va se trouver avec un sentiment très fort de harcèlement, ou voire être harcelé d'ailleurs. On a toutes ces situations-là qui vont pouvoir être rencontrées. Mais quand on parle de santé mentale, c'est pareil, la santé mentale, ça recouvre énormément de choses, vous l'avez décrit. Et on se retrouve avec des personnes, soit qui peuvent même avoir une pathologie déclarée. Par exemple, il y a des gens moi, qui m'ont dit, moi je suis suivi psychiatriquement, je suis sous traitement, etc. Et là, il y a deux cas de figure. Hein. Soit ces personnes, effectivement, sont suivies, traitées, etc., ce qui est dit, mais ne suivent pas leur traitement, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe, en fait. Et puis, il y a aussi toutes ces problématiques de santé mentale qui ne sont pas déclarées et qui, du coup, qu'on va rencontrer quand même en entreprise. Et je vous assure, moi, je fais énormément de médiation en entreprise, en fait. On a des personnes qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on qualifie de santé mentale? En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un médecin qui peut qualifier la santé mentale. C'est aussi la limite du rôle du manager ou du collaborateur ou de la personne elle-même qui est en souffrance. C'est compliqué. À partir de quand est-ce qu'on considère être en difficulté ou en santé mentale? Donc, vous voyez, il y a aussi, et là, c'est plus compliqué, je trouve, en tout cas dans ce que j'observe, lorsque la personne n'est pas accompagnée, en tout cas médicalement. Pour les autres, là je me situe du point de vue de l'entreprise, du point de vue des managers et autres, quand on a une situation qui est un petit peu clarifiée, même si ce n'est pas forcément complètement, c'est plus facile à appréhender. Et c'est là que je retrouve aussi cette difficulté et d'ailleurs cette nécessité à mon sens, mais ça je trouve que Fabienne l'a très bien décrit, c'est de dire comment on fait pour tenir compte à la fois de la personne qui est en souffrance, mais aussi des autres. Comment on fait pour arriver à avoir une certaine confiance, alors qu'on voit bien que la personne, elle va parfois pas être en capacité de faire quoi que ce soit, d'ailleurs, aussi, ça peut arriver, bien sûr. Et comment on fait pour à la fois rassurer les autres et être rassuré soi-même. Vous voyez, l'équation n'est quand même pas simple. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une des difficultés de l'entreprise, je trouve, à mon sens, qui est de fonctionner de manière très affirmative avec des cas qui vont être noirs ou blancs. Et avec une approche très analytique qui va consister à dire « Ah ben là, il s'est passé ça, donc j'en conclus ça ». Et là, c'est beaucoup plus complexe, à mon avis, pour tout le monde, parce que les conclusions, elles vont être très actives et très rapides, et forcément, il y aura des conséquences, en bien ou en mal, mais l'équilibre va être compliqué à trouver. Et puis, il y a une approche systémique qui consiste à dire en fait, on va essayer de trouver un équilibre entre le travail des uns et le travail des autres, entre le confort des uns et le confort des autres, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Hein. Si vous avez une personne qui va bien ou qui retrouve sa santé, mais que les autres vont très mal, ça ne va pas marcher pareil, en fait. Donc, à chaque fois, on retrouve cette nécessité de traiter l'ensemble en même temps. Et je pense que ça passe obligatoirement, à mon sens, par plusieurs choses. D'abord, par une écoute obligatoire. Alors, ça, je dirais, ça tombe bien, je prêche évidemment pour ma paroisse, mais pour le coup, en médiation, on s'appuie sur les personnes pour les accompagner. Si les personnes ne nous font pas confiance ou si elles ne se confient pas ou si on ne sait pas les écouter, on n'y arrive pas en fait, parce qu'on a vraiment besoin de cet échange. Fabienne l'a très bien décrit. Si on n'arrive pas à converser et à discuter de manière assez ouverte finalement, avec une franchise et une honnêteté sur la situation ou sur les difficultés rencontrées, on arrive à des solutions qui vont être assez vite tendues, voire conflictuelles. Donc, ça nécessite quand même une certaine confiance. La confiance, elle se crée pas du jour au lendemain, et ça signifie que la confiance, il faut la construire. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Ça ne peut se construire, à mon sens, que par une écoute et que par je dirais, des échanges. Et les échanges, ils vont être à faire non seulement avec la personne, mais aussi dans la communication avec le groupe. Parce que comment on justifie un traitement particulier? Comment est-ce qu'on justifie qu'un travail soit fait ou pas fait? Une organisation en place, etc., etc. Vous voyez, à chaque fois, ça passe par un sacré degré de communication quand même. Et ça, pour le coup, à mon avis, il y a un moment où les managers, c'est pas
c'est pas si simple. Et les outils, ils les ont pas forcément. Donc, c'est là où je pense qu'il y a vraiment un besoin de formation, ne serait-ce que pour mieux communiquer, pour apprendre à communiquer, en fait. Et je pense que ça, enfin, je le sais parce que j'ai passé, pour ma part, 21 ans en entreprise, dans des postes différents de management. Et pour le coup, moi, à mon époque, en tout cas, je dis ça, je suis médiateur depuis 13 ans, mais j'étais pas formée et les outils, bah, ils sont quand même vachement difficiles à improviser. Donc, je pense qu'il y a quand même des techniques à apprendre qui vont faciliter la vie des managers pour arriver à avoir une approche constructive et d'écoute, qui n'est pas évident parce que les managers aussi ont leurs émotions et vont être aussi peut-être en difficulté. Donc, c'est un tout. Et vous voyez, ce tout, bah, il se répond, et c'est là où ce sont des équilibres qui sont à trouver entre les émotions et raison, entre les uns et les autres, entre tous ces paradoxes et ces injonctions complètement paradoxales et contradictoires très souvent en fait. Donc ça ne peut que se construire en collectif pour moi. Voilà. Et merci Isabelle. Et on voit bien comment la médiation accompagne ça, est un vecteur. Il y a d'autres moyens qui existent et parfois on n'a pas besoin, mais comme vous dites, l'idée c'est peut-être d'accepter que les managers ne peuvent pas tout faire, ne savent pas tout faire. Non, des fois, on ne va pas former tous les managers de France et des pays francophones à la santé mentale. Et que donc tout ça peut s'accompagner parce qu'il y a de la complexité et ça n'est pas la question d'une personne, mais bien d'un système et je vais même un peu plus loin, c'est qu'il y a aussi des managers qui ne sont pas bons dans cet aspect-là, dans la communication. Et on a le droit de ne pas savoir ou de pas être très bon dans la matière. Et ce n'est pas forcément une problématique, hein. Le tout, c'est justement d'en parler et de reconnaître soit sa difficulté, soit sa facilité. Il y a ça aussi. Donc, mais vous voyez qu'à chaque fois, ça passe par une rencontre. C'est pour ça que la médiation, pour le coup, est un outil. Comme en plus les échanges sont confidentiels, bah évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les uns et les autres, hein. Il est certain que l'aspect légal, voilà. C'est pour ça que ça nous semblait vraiment intéressant parce que c'est pas spécifique à la santé mentale et pourtant on voit bien que par rapport aux situations qu'on a décrites, ça a vraiment toute sa pertinence. Alors je vois que le temps tourne. On voudrait vraiment donner la parole aux personnes qui participent au webinaire et qu'on puisse répondre à quelques questions si vous en êtes d'accord. Donc, on va prendre quelques questions et essayer d'y répondre. Alors, normalement, les questions apparaissent. Comment faire si le déclic n'intervient pas chez le ou la collaboratrice? Alors, je pense que c'était en référence à l'intervention de Nancy. Est-ce que tu veux répondre à cette question, Nancy? Très bonne question. Là, l'employeur reste quand même l'employeur, donc on peut être intrusif s'il n'y a pas le déclic. On peut nous essayer de faire comme ce que j'ai fait à IMS, c'est-à-dire maintenant mettre un maximum de formation, avoir des intervenants externes vers qui la personne pourrait se tourner et pouvoir échanger, délivrer ses craintes, tout ce qui ne va pas. Voilà. Après, nous, on a créé un cadre qui est bienveillant et qui permet à chacun et chacune de pouvoir s'exprimer, d'échanger aussi avec ses collègues. Je pense que voilà, si on peut se tourner vers quelqu'un dans l'équipe, c'est déjà bien, qui peut être justement la personne. C'est pas de la délation, mais qui vient mettre en vigilance et prévenir la structure qui a des difficultés au niveau d'une personne et qu'il faut l'aider, quoi. Ce qui est important, j'essaye de faire court, hein. Oui, merci, merci Nancy. Pour compléter la réponse, il y a vraiment un enjeu de créer les conditions favorables à quelque chose, à l'émergence de quelque chose. Ça passe par ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise. Ça passe aussi par des propositions quelquefois d'accompagnement. Mais comme le dit Nancy, il y a un moment où on ne peut pas faire à la place et on reste un employeur, ou on reste un proche ou un collègue. Voilà. Mais peut-être un mot quand même de dire, quelquefois le déclic ne vient pas tout de suite. Et il faut proposer plusieurs fois des choses et la personne s'en saisit au bout de 3, 4 propositions. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Comment la situation de burn-out de la collègue a été communiquée au reste de l'équipe? Quoi partager et comment avec les collègues? Donc ça, alors nous, on est ultra transparent, tout.
En fait, et même dans tout ce qu'on fait IMS, tout est toujours communiqué de manière transparente à toute l'équipe sur tous les sujets, même parfois des choses très stratégiques. Donc vraiment, il y a parce qu'à partir du moment où on fait confiance et où on responsabilise l'équipe, on doit être transparent. Et donc sur les difficultés qu'avait rencontrées notre collègue, ça a été transparent dès le premier jour, en fait. Ce qui a Donc, vous avez permis qu'elle dit puisse assez échanger. simplement. Ouais. Bah oui, tout à fait. Voilà. Après, bah, il y a eu rapidement, avant de le communiquer, il y a eu quand même une réflexion de ma part sur bon, comment on s'organise, parce qu'évidemment, les premières questions que vont avoir les collègues, c'est bon, bah, qu'est-ce que c'est, comment va-t-elle, et puis bah, comment on fait pour à demain, après-demain. Enfin voilà, il y a des choses très pratiques puisqu'on est quand même dans une organisation de travail. Mais après, à nouveau, je rejoins ce que tu viens de dire, Claire, il faut créer le cadre. Et ça se crée pas dans un claquement de doigts. C'est une culture d'organisation qui se fait sur le long terme. Alors, une autre question. Alors, pour Madame Thomas, Nancy, gros succès. Comment avez-vous évité que la charge de travail qui était initialement attribuée à cette personne ne soit transférée Alors, on sur l'a les pas autres? vraiment A évité. été évité. Bah non, j'ai eu un peu plus de travail moi aussi. Ce qu'on a fait, c'est déjà faire le tri dans ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui peut ne pas être fait ou attendre ou être reporté parce qu'il y a des choses qu'on peut enlever clairement. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Dans un second temps, bon, bah, qu'est-ce qui est vraiment à faire? Et puis là, on a réparti entre plusieurs personnes, histoire que ce soit pas, bah, par exemple, juste moi qui reprend l'intégralité des tâches et de ce qu'il y avait à faire. Et puis au fur et à mesure, bah, la difficulté sur les arrêts courts au début, c'était ce manque de vision, se dire bon bah elle revient, enfin voilà, elle est arrêtée que 15 jours, donc on était obligé, à nouveau, comme on est transparent, de dire c'est à nouveau un arrêt de 15 jours, alors que moi je savais que ça durerait plus longtemps, mais voilà, même si je disais je ne pense pas qu'elle va revenir, je ne suis pas moi-même médecin et je ne peux dire que voilà, il y a un arrêt de 15 jours, donc même si j'anticipais un peu plus longtemps à chaque fois, il y avait quand même cette difficulté-là. Mais oui, on ne peut Et pas du éviter coup, la charge de travail. j'ai envie de poser la question à Fabienne aussi. Est-ce que tu sais quand tu es absente, comment est géré ton travail? Ah bah effectivement, c'est mon responsable qui gère les priorités, hein. Enfin, qui gère, oui, c'est pas lui qui va les gérer, mais c'est lui qui définit les priorités des sujets, qui les priorise. Et il n'est pas question de charger davantage les équipes, hein, dans son équipe. On dépriorise. On dépriorise en fait. Ouais, on dépriorise. Okay. Pour pas que ça se reporte sur les collègues. Ouais, tout à fait, oui. Okay. On peut prendre encore une question? Merci pour ce premier témoignage. Quels ont été pour vous les bénéfices de cette situation sur votre organisation? Quels changements avez-vous mis en place au-delà des formations? Donc, je pense que ça s'adresse à Nancy. Alors, les bénéfices, clairement, la mise en place de manière récurrente les différentes formations que j'ai évoquées, puisque ce n'était pas le cas auparavant. Et les changements, comme l'équipe est formée, je pense qu'on est beaucoup plus vigilant. Alors, je ne dis pas qu'on détectera plus facilement s'il y avait un autre cas, mais je pense que le gros changement, il est là. C'est-à-dire que ça a créé aussi plus de cohésion au niveau de l'équipe, parce que même si on était proches, voilà, quand on rencontre une difficulté, ça rapproche aussi. Donc, plus de cohésion et puis peut-être plus de vigilance de chacun, d'avoir des éléments clés, notamment sur la formation premier secours en santé mentale, de pouvoir identifier certains signaux et d'avoir été formé à cela. Merci. On prend une dernière question. Alors, Fabienne, dans ton expérience du moment difficile avec le manager avec lequel ça collait moins, celui-ci a-t-il été accompagné en interne pour se remettre en question et adapter son management? Si oui, par quel type de professionnel? Merci. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait été accompagné. Je pense qu'il a été contacté par la mission handicap qui m'accompagnait à ce moment-là et sans doute par les RH. Mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il était accompagné? Moi, j'aurais bien aimé, mais c'est quelque chose que je n'ai pas forcément abordé parce que moi, j'étais tellement en souffrance que voilà, je me limitais à mon périmètre
de survie, si je puis dire. Mais effectivement, c'est une bonne question. C'est important, merci Inès pour cette question. C'est aussi de pouvoir accepter qu'un manager, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce n'est pas forcément son métier et on peut l'accompagner aussi pour développer aussi son potentiel managérial. Et notamment, ça peut être un des moyens, peut être la médiation. On prend une toute dernière question. Et en référence à l'intervention de Madame Aoutin sur la médiation, je constate une augmentation des situations conflictuelles chez les personnes en burn-out ou une confusion entre les problématiques relationnelles et le burn-out. Comment aborder cela selon le prisme de la médiation? Et est-ce que déjà vous faites le même constat? Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Moi, je constate une augmentation des situations conflictuelles. Alors, chez les personnes en burn-out, oui, à condition. Enfin, c'est vrai que le burn-out, on en parle de plus en plus. Après, est-ce que ce sont des situations de burn-out ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, confusion entre problématiques relationnelles et le burn-out, oui, comme il y a confusion entre problématiques relationnelles et tout type de conflit ou de malaise. Parce que pour moi, quand je suis en médiation, ce qui va compter, c'est effectivement ce que va exprimer chacun. Donc, s'il y en a un qui se retrouve avec des difficultés personnelles du fait des problématiques de santé mentale, que ce soit le burn-out, que ce soit des difficultés de concentration, que ce soit des problématiques d'autisme, enfin, quelle que soit la problématique, je dirais, pour moi, elle va être traitée de la même manière, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est de prendre en compte cette difficulté, de la poser, d'écouter aussi ce que l'autre qui est en face a à dire, que ce soit le manager ou le collègue, parce qu'il peut y avoir des difficultés relationnelles aussi avec des collègues, ou des problématiques de dépression. On intervient par exemple régulièrement suite à des... Vous parlez du burn-out, mais il y a aussi les tentatives de suicide. Il y a des situations qui sont quand même en augmentation aussi en termes de difficultés, de souffrance individuelle. Donc, on va les écouter tous de la même manière, avec la même neutralité et impartialité, ce qui va permettre à chacun de pouvoir avancer, ce que je vous disais tout à l'heure, de là où il est, sur des solutions qui vont forcément, à mon sens, être individuelles et du cas par cas. Je ne vois pas comment le traiter autrement qu'au cas par cas, avec à chaque fois ce collectif qui est derrière, qui est impacté, qui doit être traité. Et d'ailleurs, je trouve que Nancy, aussi bien que Fabienne l'ont très bien dit, à chaque fois, ça va être du cas par cas et c'est le manager qui va traiter en fonction, par exemple, Nancy le disait très bien, est-ce que c'est un arrêt de travail de 15 jours, d'une semaine, enfin, après, tout ça, c'est mis en musique au niveau relationnel et puis ça a des impacts sur l'organisation, les fonctions, le travail, le contenu du travail, etc. etc. Donc, c'est du cas par cas pour moi. Je ne sais pas faire. C'est très intégré. Voilà. Et du coup, c'est très propre à une situation et très intégré au sens où on prend en compte toutes les dimensions individuelles, collectives et finalement organisationnelles de la situation. Merci. Voilà, il y a toutes les dimensions. Il y a toutes les dimensions doivent être prises en compte. Je pense qu'elles se posent de toute façon, quelle que soit la difficulté rencontrée. Absolument. Et au niveau individuel et collectif. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois d'avoir donné de votre temps pour cet événement et d'avoir répondu à ces questions. J'ai encore 2 informations importantes à vous donner. La première information, c'est que nous menons une grande recherche au niveau des pays francophones sur le retour en emploi après un arrêt maladie longue durée pour cause de problèmes de santé mentale. Et pour cela, justement, on interroge toutes les parties prenantes, des proches, aux médecins du travail, aux employeurs, aux spécialistes de l'insertion, aux soignants. Et donc, on a besoin d'avoir un échantillon suffisamment conséquent de chaque type de professionnel ou d'acteur qui intervient pour accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page de la communauté de pratique. Il y a un petit lien pour répondre à l'enquête. Et voilà, on a besoin d'avoir des résultats significatifs pour avoir des résultats éclairants sur le sujet. Donc, on vous enverra aussi un mail avec le lien où vous pourrez cliquer sur l'enquête. Donc, merci par avance de remplir cette enquête. Deuxième information, notre 4e webinaire aura lieu le 15 juin prochain. On parlera de l'accompagnement, c'est-à-dire finalement comment on peut penser un accompagnement qui soit à la fois un accompagnement de la personne concernée, mais aussi
des managers, et tout ça dans un dialogue justement avec un coach qui est ce facilitateur du dialogue et du soutien de chacun, et pas d'un côté le manager ou d'un côté la personne concernée. Donc, ça aura lieu le 15 juin prochain à 16h en Europe et à 10h au Québec. Je vous remercie sincèrement pour tout ce travail que l'on a fait avec l'aide de Claire Carinti aussi et de toute l'équipe de Santé Mentale France et de Act & Match. Merci beaucoup de tous vous être mobilisés pour la réussite de cet événement. On vous posera 3 petites questions si vous acceptez d'y répondre pour nous permettre d'avoir votre sentiment par rapport à ces événements. Et je vous dis rendez-vous au mois de juin pour fêter le printemps, l'été ensemble. Et je vous remercie encore sincèrement, Fabienne, Nancy et Isabelle, d'avoir pris ce temps et d'avoir partagé vos expériences avec autant de sincérité. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.